Pendant les courses, ma fille de 8 ans a serré ma main et a dit « Maman, vite, aux toilettes ». Dans la cabine, elle a chuchoté « Ne bouge pas, regarde ». Je me suis penché et je me suis figé d'horreur. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. 3 heures plus tard, ma belle-mère a blêmi, parce que j'avais l'habitude de rire des peurs des enfants. Pas à voix haute, pas cruellement, juste avec ce genre d'amusement calme propre aux adultes. Des monstres sous le lit, des ombres dans le couloir. Quelqu'un me regarde. Bien sûr, chérie. Puis un dimanche, je me suis retrouvé accroupi sur le sol collant des toilettes d'un centre commercial près de Columbus, dans l'Ohio, tenant la main de ma fille de 8 ans, tandis que des chaussures noires cirées s'arrêtaient devant notre cabine. Et une voix d'homme, basse et calme, a dit au téléphone « Ouais, mère et fille ». La gamine a environ 8 ans. Elles ont des sacs de course. Robe bleue. Robe bleue. Ma fille l'avait choisie 10 minutes plus tôt. Elle était dans notre sac. C'est à ce moment précis que la catégorie des peurs d'enfance mignonne est morte. La prise d'habit sur mes doigts était si forte que cela me faisait mal. Elle ne me regardait pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle a mis un doigt sur ses lèvres, comme si nous étions dans un film. Sauf que dans les films, le sol des toilettes n'est pas poisseux, et votre cœur n'essaie pas de sortir par votre gorge. Ne bouge pas, a-t-elle chuchoté. Alors, je n'ai pas bougé. J'ai regardé les chaussures à travers l'espace sous la porte de la cabine. Pas lent, arrêt, pas lent, arrêt. Comme s'il vérifiait chaque cabine une par une, comme s'il avait le temps. Les chaussures se sont arrêtées juste devant la nôtre. Le souffle d'habit s'est coupé. Le mien aussi. Puis, les chaussures ont recommencé à bouger, et la voix a continué comme s'il présentait un bulletin météo. Elles auraient dû passer par là si elles ne sont pas déjà parties. Ouais, je continue à chercher. Mon cerveau essayait de rattraper la réalité. Un homme dans les toilettes des femmes, nous cherchant, décrivant nos sacs de course. Ce n'était pas un malentendu. C'était une traque. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai appuyé sur enregistrer, car s'il y a une chose que travailler dans la santé vous apprend, c'est ceci, si ce n'est pas documenté, ça n'est pas arrivé. Les chaussures ont fait un tour de plus, puis se sont arrêtées. Une porte de cabine a grincé. Une autre a grincé. Les yeux d'Abby sont devenus immenses. C'est alors que j'ai fait la seule chose que je pouvais faire sans nous trahir. J'ai appelé le 911. Pas un appel dramatique. Pas de cri. Juste, toilette pour femme. Homme à l'intérieur qui nous suit. Enfant de 8 ans avec moi. S'il vous plaît. La réponse fut rapide. Restez où vous êtes. Les officiers sont en route. Prévenez la sécurité du centre commercial si vous pouvez le faire sans danger. La sécurité du centre commercial. Béni soit la tradition américaine de sous-traiter la panique à un type en polo. Mais au moins, c'était quelque chose. Quand les chaussures ont dérivé vers les lavabos, j'ai attrapé Abby et nous nous sommes glissés dehors comme de la fumée. Vite, silencieusement, les sacs serrés contre nous. Nous avons couru directement au bureau de la sécurité comme si nos vies avaient une carte de fidélité. Le garde avait l'air sceptique. Bien sûr. 2 femmes qui font irruption avec des sacs de course et des yeux écarquillés, ce n'est pas crédible. C'est une énergie de Black Friday. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé, se préparant déjà à une plainte concernant un bon de réduction. Abby, tremblante, a décrit l'homme parfaitement. Les chaussures, le costume, la sangle de l'appareil photo, et ensuite j'ai fait écouter l'audio. Son visage a changé en temps réel. Ce n'est pas normal, a-t-il dit. Sans blague. Il a affiché les caméras. Nous avons regardé les images comme si c'était un film d'horreur avec du budget. Et il était là, la quarantaine, costume sombre, cheveux soignés, tenant un petit appareil photo comme si c'était un accessoire, pas une arme. Il marchait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que les règles étaient faites pour les autres. La sécurité l'a suivi à travers le bâtiment. 30 minutes plus tard, ils l'ont trouvé. Il n'a pas couru. Il n'a même pas eu l'air surpris. Quand le garde l'a interrogé, l'homme a calmement sorti une carte en plastique. « Je suis Brian Douglas Hartman », a-t-il dit. Détective privé agréé. Je mène une enquête.
Quelle enquête? A demandé le garde. Je ne peux pas divulguer cela, a répondu Hartman avec fluidité. Confidentialité. Et puis il a dit quelque chose qui aurait dû être drôle, sauf que ce ne l'était pas. Mais je ne fais rien d'illégal. Un privé dans les toilettes des femmes cherchant une mère et son enfant. Bien sûr. La sécurité a appelé la police de toute façon, car même en Amérique, un badge acheté en ligne ne vous dispense pas magiquement du bon sens. Une voiture de patrouille est arrivée environ 20 minutes plus tard. Un officier a jeté un coup d'œil à Abby et s'est adouci. Puis il a regardé Hartman et ne s'est pas adouci du tout. Hartman a été escorté dehors, et c'est là que mon téléphone a sonné. Mike, mon beau-frère. Kate, a-t-il dit, à bout de souffle. Est-ce que tu vas bien? J'ai entendu dire qu'il s'est passé quelque chose. J'ai cligné des yeux. Mike, comment es-tu au courant? Je l'ai vu en ligne, a-t-il dit rapidement. Des gens postaient sur un type suspect au centre commercial. J'ai pensé. J'ai pensé que ça pouvait être toi. Ça faisait moins d'une heure. Peut-être qu'à l'ère des applications de quartier et des groupes Facebook locaux, ce n'était pas impossible, mais ça sonnait faux parce que Mike semblait toujours savoir les choses avant que je ne lui dise. J'arrive, a-t-il dit. Où es-tu? Nous sommes avec la police, ai-je répondu. Ils veulent des dépositions au poste, mais je peux conduire moi-même. J'arrive quand même. Il a raccroché avant que je puisse argumenter. Bien sûr qu'il l'a fait. 2 ans plus tôt, mon mari David est mort dans un accident de voiture. 1 minute, vous vous disputez pour savoir s'il faut acheter des céréales de marque. La minute suivante, vous signez des formulaires que vous ne pouvez pas lire à cause des larmes. Après ça, tout dans ma vie est devenu un emploi du temps. Les gardes, les factures, la sortie de l'école, la survie avec des spaghettis occasionnels. Je suis infirmière. Garde de 12 heures. Le genre où vous rentrez chez vous et vos os semblent empruntés. Abby et moi avons créé une routine à partir des décombres. Devoirs sur la table de la cuisine. Dessins animés après le dîner. Soirée spaghetti. Chaque fois que nous avions besoin de réconfort, nous pouvions manger. David adorait la sauce tomate. Il avait l'habitude de faire pousser du basilic dans une petite jardinière sur notre balcon, comme si c'était un rituel sacré. Un soir à l'épicerie, Abby a dit nonchalamment, en poussant le chariot comme si elle était la propriétaire des lieux, « J'ai un contrôle de maths demain. Tu es prête? » Ai-je demandé, parce que c'est ce que font les mamans quand elles essaient de ne pas penser à tout le reste. Ça va, a-t-elle dit. Puis, plus doucement, mes grand-mères Maggie continuent de demander si l'école est dure, comme si elles voulaient que je dise oui. Je me suis arrêté dans l'allée du riz. Ma belle-mère, Margaret Louise Miller, grand-mère Maggie pour Abby, s'était montrée intéressée ces derniers temps. Pas l'intérêt normal d'une grand-mère, mais le genre qui mesure. Est-ce que ta mère t'aide? Est-ce qu'elle est souvent à la maison? Est-ce qu'elle te laisse seule? Elle disait toujours cela comme si c'était de l'inquiétude, mais cela avait le goût d'autre chose. Quand nous sommes rentrés, Abby m'a aidé pour le dîner, pelant les tomates pendant que j'essayais de ne pas me noyer dans les souvenirs. Papa aimerait ça, a-t-elle dit doucement. J'ai dégluti. Ouais, il aimerait. Achetons du basilic la prochaine fois, a-t-elle ajouté. Le genre que papa faisait pousser. J'ai hoché la tête, parce que dire non à cela aurait donné l'impression de l'effacer. Nous nous étions enfin assises pour manger quand la sonnette a retenti. Il était environ 20 heures, assez tard pour qu'on n'attende pas de visite, à moins que ce ne soit des ennuis. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Mike debout là, avec un petit bouquet de fleurs, comme si c'était normal. Et, a-t-il dit doucement. Je voulais juste voir comment vous alliez, toutes les deux. Mike était le frère cadet de David, récemment divorcé, portant toujours ce regard solitaire comme un manteau qu'il ne pouvait pas enlever. Abby a poussé un cri de joie parce qu'elle aimait les gens avant d'apprendre qu'ils pouvaient être compliqués. Mike l'a soulevé dans ses bras et lui a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une peluche de son dessin animé préféré. Elle s'est illuminée. Pas moi, parce que nous n'avions pas dit à Mike quel était son personnage préféré. Pas vraiment. Pas assez pour qu'il sache exactement lequel acheter. Cette nuit-là, après qu'Abby se soit endormie, je me suis assise seule avec mon café et j'ai essayé d'être juste. Il est seul.
Son frère lui manque. Avoir une famille lui manque. D'accord. Mais ensuite, ses visites sont devenues programmées. Tous les jours vers 18 h, la sonnette retentissait. Comme si Mike avait mis une alarme. Il apportait toujours quelque chose. Des bonbons, des fournitures scolaires, un autre jouet. Au début, j'étais reconnaissante. Ensuite, j'étais fatiguée. Dès la 2e semaine, Abby a commencé à soupirer quand la sonnette sonnait. Il est encore là, chuchotait-elle, et son sourire s'estompait juste un peu. Mike s'asseyait sur le canapé et parlait de la façon dont son appartement semblait vide, de comment nous étions une lueur d'espoir, de comment David aurait voulu qu'il veille sur nous. Cette phrase, David aurait voulu, est devenue son passe-partout. Il l'utilisait sur chaque porte verrouillée. J'ai essayé une fois, prudemment. Mike, peut-être pas tous les jours, ai-je dit, essayant d'être gentil plutôt que dur. Nous sommes épuisés parfois. Il a cligné des yeux comme si l'idée l'offensait. Puis il s'est excusé, et s'est pointé le lendemain de toute façon. Bien sûr qu'il l'a fait. Un soir, il a dit nonchalamment, comme s'il lisait un calendrier, « Je peux venir voir Abby répéter sa présentation de classe jeudi prochain, 14 h, c'est ça ?» Mon sang s'est glacé. « Comment connais-tu le jour et l'heure ?» ai-je demandé. Abby me l'a dit, a-t-il répondu en souriant. J'ai regardé Abby. Elle avait l'air confuse. Je ne l'ai pas fait, a-t-elle dit lentement. Mike a ri maladroitement. Oh, peut-être que je l'ai entendu d'une autre manière. Une autre manière? Bien sûr. Il s'est présenté à l'école de toute façon, assis dans l'auditorium parmi les parents comme s'il avait sa place là, comme s'il remplissait le siège de David. Après la présentation d'Abby, Mike lui a tendu un minuscule bouquet. Elle a dit « merci ». Poliment. Dans la voiture sur le chemin du retour, Abby fixait la fenêtre et a chuchoté « Maman, je suis fatiguée quand oncle Mike vient. » Pourquoi, chérie? Elle a hésité. J'ai l'impression qu'il me regarde, comme s'il savait tout ce que j'aime, mais je ne me souviens pas le lui avoir dit. Les enfants n'ont pas de filtre. Ils n'ont aussi aucune raison de mentir à ce sujet. Alors, j'ai commencé à observer Mike. La façon dont ses yeux parcouraient notre salon. La façon dont il prenait les photos encadrées et les tenait une seconde trop longtemps. La façon dont il regardait les devoirs d'Abby comme si c'était des preuves. Un après-midi, il a mentionné quelque chose qui n'avait même pas encore été discuté dans notre maison. « Oh, Abby doit être excitée pour la sortie au zoo le mois prochain », a-t-il dit avec un sourire. Préparer les déjeuners va être un défi, hein. Je me suis figé. Le prospectus du zoo avait été distribué la veille. Il était sur le bureau d'Abby, sous une pile de papier. Je ne l'avais même pas encore lu. Où as-tu entendu ça? Ai-je demandé prudemment. De la part d'Abby, a-t-il dit rapidement. La tête d'Abby s'est relevée brusquement. Je ne lui ai pas dit. Le silence a rempli la pièce. Mike a ri, un rire forcé. J'ai dû confondre. Non, il n'avait pas confondu. Cette nuit-là, j'ai remarqué autre chose. Les papiers de l'école dans le bureau d'Abby étaient rangés. Pas en désordre, pas entassés, organisés. Est-ce que tu as nettoyé tes tiroirs? Lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non. Le lendemain, j'ai observé depuis la fenêtre du 2e étage alors que Mike partait. Il s'est arrêté dehors, s'est retourné, et a fixé la fenêtre de notre salon comme s'il vérifiait quelque chose. Mon estomac s'est noué. Abby est arrivée derrière moi et a chuchoté, « Maman, oncle Mike est bizarre, non? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il demande toujours où on va, quand tu travailles, si on sera à la maison samedi. Pourquoi a-t-il besoin de savoir? » Puis est arrivé le moment qui a brisé ma dernière tentative de me dire peut-être que je réagis trop. Mike a demandé un double des clés, juste au cas où, a-t-il dit. S'il t'arrive quelque chose, j'ai besoin d'un accès. Je suis de la famille. Non, ai-je dit immédiatement. Il a froncé les sourcils. Ta voisine n'est pas de la famille. Valérie nous aide depuis des années, ai-je répliqué sèchement. Et elle n'exige pas de clé. La voix de Mike s'est durcie. David voudrait que je m'occupe de ça. Quelque chose en moi a craqué en retour.
N'utilise pas mon mari comme moyen de pression, ai-je dit. C'est la cabine, à peine audible, a dit, tonton, tu fais un peu peur. Pendant une fraction de seconde, le visage de Mike a changé durement, presque affamé. Puis il s'est lissé à nouveau en un sourire. Tonton qui fait peur veut juste vous protéger, a-t-il dit doucement. Abby a bougé derrière moi. Son instinct savait quelque chose que mon deuil essayait encore de nier. La virée au centre commercial devait être une pause. De nouveaux vêtements parce qu'Abby grandissait comme si elle avait un contrat secret avec le temps. Des milkshakes. Un dimanche normal. Elle a trouvé la robe bleue et a tournoyé dans la cabine d'essayage comme si le monde était à nouveau sûr. Nous avons marché à travers les magasins, les sacs devenant plus lourds. Nous nous sommes assis à l'espace restauration avec des milkshakes et des frites, et Abby a soupiré joyeusement. C'est amusant, a-t-elle dit. Quand oncle Mike n'est pas là, on peut se détendre. Celle-là a fait mal, parce qu'elle avait 8 ans et qu'elle n'aurait pas dû avoir besoin de la détente comme d'un concept lié à un parent adulte. Puis elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Oncle Mike est passé quand tu n'étais pas à la maison, a-t-elle dit calmement. Quoi? Mercredi dernier. Il était devant notre immeuble quand je suis rentré de l'école. Il a demandé si tu étais déjà rentré. Je lui ai dit que j'allais chez mademoiselle Valérie après. Il a dit d'accord. Puis il est parti. Mercredi était ma garde tardive. Je ne rentrais pas avant 21h. Mike n'aurait pas dû savoir qu'Abby serait seule à la sortie de l'école ou qu'elle irait chez Valérie. Je me suis senti glacé de partout. Nous avons jeté nos gobelets vides et nous nous sommes dirigés vers la sortie. C'est là qu'Abby s'est arrêtée de marcher. Maman, a-t-elle chuchoté. Son visage est devenu blanc. Cet homme. J'ai suivi son regard. Un homme à l'espace restauration. Costume sombre, chaussures noires. Abby, ai-je commencé. Toilette, a-t-elle dit avec urgence. Maintenant. La panique dans sa voix n'était pas normale. Ce n'était pas dramatique. C'était de la survie. Alors, nous avons bougé vite. Elle m'a tiré dans les toilettes des femmes et s'est arrêtée à nouveau à la porte comme si elle ne pouvait plus respirer. Viens avec moi, a-t-elle supplié. C'est bon, ai-je essayé de dire. Non, ensemble. Alors, nous sommes allés dans une seule cabine. Ensemble. 2 corps, un espace exigu, mes sacs de course pressés contre mes genoux, ses mains tremblant dans les miennes. Puis les chaussures sont arrivées, et la voix est arrivée, et la robe bleue est devenue la preuve que nous étions traqués. Vous savez déjà ce qui s'est passé ensuite parce que c'est là que cette histoire a commencé. Mais voici ce qui s'est passé après. Nous sommes sortis, nous avons couru. Nous avons montré la sécurité. Nous avons trouvé Hartman. Et puis nous sommes allés au poste de police. Au poste, les lumières fluorescentes rendaient tout pire, même mes propres mains. Abby était assise à côté de moi, silencieuse, tenant ma manche comme si c'était la seule chose stable dans la pièce. Hartman était assis de l'autre côté du couloir, toujours calme, toujours soigné, comme si c'était un rendez-vous, pas un crime. Mike est arrivé avant même que nous ayons fini de faire notre déposition. Son visage était pâle. Il s'est précipité vers Abby en premier, s'accroupissant à son niveau. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. Abby a hoché la tête, mais elle n'a pas bougé vers lui. C'était nouveau. Un inspecteur a interrogé Hartman. Au début, Hartman ne voulait pas parler. Puis, l'inspecteur a expliqué calmement à quoi ressemblait devant un tribunal le fait d'entrer dans des toilettes pour femmes pour poursuivre une enfant. L'assurance de Hartman s'est fissurée. Finalement, il l'a dit. J'ai été engagé, a-t-il admis. Engagé par qui? A demandé l'inspecteur. Une femme nommée Margaret Louise Miller. Mes oreilles ont bourdonné. Ma belle-mère. Mes mains se sont engourdies. Pourquoi vous engagerait-elle? A continué l'inspecteur. Hartman a dégluti. Pour documenter la vie quotidienne de Catherine Miller, a-t-il dit. Pour évaluer la parentalité, voir si l'enfant est négligé parce que la mère travaille trop. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ai-je craqué? Hartman a baissé les yeux. Elle croyait que la mère était inapte.
Elle voulait des preuves pour une demande de garde. La garde? Pour ma fille? Me l'enlever? Parce que je travaille? Parce que je suis fatigué? Parce que mon mari est mort et que je ne me suis pas effondré assez poliment? Mike le fixait comme s'il avait reçu un coup de poing. Non, a-t-il dit. Non, ma mère ne ferait pas ça. Les yeux de l'inspecteur sont devenus perçants. Monsieur Miller, a-t-il dit, vous avez été souvent chez Madame Miller. Vous avez posé des questions sur les emplois du temps, les événements scolaires, les projets. Mike a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte à nouveau. J'étais inquiet, a-t-il dit finalement. Pour ma belle-sœur et ma nièce. Inquiet de quoi? A demandé l'inspecteur. Mike s'est figé, et puis Abby a parlé doucement. Clairement. J'ai vu cet homme chez grand-mère Maggie, a dit Abby. La pièce s'est immobilisée. L'inspecteur s'est tourné doucement. Quand, Abby? Il y a 2 semaines, a-t-elle dit. Quand j'y suis allé, il lui parlait. Hartman a tressailli. Parce que les enfants ne mentent pas quand ils n'essaient de protéger personne. L'inspecteur a demandé à Hartman combien de fois il avait rencontré Margaret. 3 fois, a admis Hartman. Instructions initiales, puis une mise à jour, puis plus d'instructions. Quelles instructions supplémentaires? A demandé l'inspecteur. Plus de photos, a dit Hartman. Essayez d'enregistrer des conversations. Découvrir si Catherine a des habitudes, des relations, quoi que ce soit de compromettant. Mon estomac s'est retourné. Nos vies, nos courses, nos sorties d'école, mes gardes tardives, la robe bleue d'Abby, tout classé comme preuve. Puis l'inspecteur a apporté un dossier. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos. Moi et Abby au parc. Moi la récupérant après l'école. Moi portant des courses. Moi riant avec elle sur un banc comme si je ne savais pas que j'étais observé. Il y avait des impressions de mes identifications sur les réseaux sociaux, des copies de mes horaires de travail tirées de quelque part dans le système hospitalier où quelqu'un n'aurait pas dû fouiller. Et puis la pire partie, un plan dactylographié, une liste de contrôles sur la façon de me faire passer pour une mère négligente, surmenée, émotionnellement instable après le deuil, fréquemment absente, manque de supervision. Il y avait aussi une petite section soignée sur Margaret, revenu stable, un appartement payé, un environnement propre et structuré, profond intérêt pour l'éducation de l'enfant. Comme si la parentalité était un concours de CV. Mike fixait les pages, tremblant. Ma mère, elle allait vraiment faire ça, a-t-il chuchoté. Est-ce qu'elle m'utilisait? L'inspecteur n'a pas répondu à sa place. Mike m'a regardé, désespéré. Kate, a-t-il dit, la voix brisée. Je jure que je ne savais pas. Je voulais le croire. Je voulais aussi le jeter hors de ma vie comme un objet brûlant. Les 2 sentiments existaient en même temps, car le deuil rend votre cœur désordonné. Margaret est venue au poste le lendemain. Elle a pleuré immédiatement, le genre de pleurs qui arrive sur commande. Ma Abby, a-t-elle sangloté. C'est tout ce qui me reste de David. Elle m'a regardé comme si j'étais un obstacle temporaire, comme si j'étais jeune et remplaçable. Catherine travaille tellement, a-t-elle dit en essuyant son visage. C'est trop dur pour elle toute seule. Je pourrais donner une vie meilleure à Abby, plus d'attention. La voix de l'inspecteur est restée plate. Vous comprenez que vous ne pouvez pas retirer un enfant à un parent apte simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec son emploi du temps. Les lèvres de Margaret ont tremblé. Je n'avais pas le choix, a-t-elle chuchoté. Abby est mon seul espoir. Non, elle avait le choix. Elle a choisi le contrôle. C'est ce que les gens n'admettent jamais. Ils appellent ça de l'amour parce que ça sonne mieux. Les retombées ont été rapides après ça. Un juge a signé une ordonnance de protection temporaire. Margaret n'avait pas le droit de contacter Abby directement. Toute visite devait être supervisée. Pas de visite à l'improviste. Pas de juste pour vérifier. Pas d'apparition surprise à l'école. Les services de protection de l'enfance, CPS, sont passés une fois, parce que bien sûr qu'ils l'ont fait. Une assistante sociale a regardé ma cuisine, la chambre d'Abby, son sac à dos propre, son dossier de devoirs, et mon badge d'hôpital toujours accroché à mon cordon comme une cicatrice. Elle a demandé à Abby si elle se sentait en sécurité.
Abby a dit oui. Puis elle a demandé si quelqu'un la faisait se sentir en danger. Abby a dit doucement, grand-mère Maggie, c'était suffisant. Margaret a quitté la ville peu après, partie rester chez sa sœur dans un autre état pour récupérer, parce que même les méchants ont besoin de repos. Apparemment, Hartman a fait face à des accusations et soudain, son enquête confidentielle ne semblait plus si officielle. Une semaine plus tard, Mike est venu à notre porte. Cette fois, il ne s'est pas présenté comme s'il était le propriétaire des lieux. Il a sonné une fois, puis a attendu. Quand j'ai ouvert la porte, il ressemblait à un homme qui avait vieilli d'1 an et 7 jours. « Kate » a-t-il dit doucement. « On peut parler ?» Nous nous sommes assis dans le salon. Abby faisait ses devoirs dans sa chambre, de la façon dont les enfants le font quand ils écoutent. Quoi qu'il en soit, Mike fixait ses mains. « Je ne savais pas » a-t-il répété. « Je le jure. Je pensais que ma mère était juste inquiète. Elle posait des questions et je répondais. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis adossé. Donc, tu la nourrissais d'informations ? Ai-je dit, calme parce que je n'avais plus d'énergie pour le bruit. Mike a hoché la tête. Oui. Il a dégluti difficilement. Elle n'arrêtait pas de dire que j'étais le seul homme restant dans la famille. Il a admis que je devrais être ton soutien. Que David l'aurait voulu. J'ai tressailli au nom de David à nouveau, comme s'il avait encore des dents. Mike a hésité, puis a ajouté, à peine audible, et ce n'était pas tout. J'ai attendu. Il a levé les yeux rouges. Je t'ai toujours bien aimé. Les mots sont tombés lourdement. Même quand David était vivant, a-t-il dit rapidement, comme si avouer plus vite rendrait la chose moins horrible. Je n'ai jamais agi là-dessus. Jamais je ne l'aurais fait. Mais après sa mort, je me suis trop soucié de vous. Et ma mère, elle s'est servie de ça. Elle savait que je viendrais. Elle savait que j'essaierais d'aider. Il a ri une fois, amèrement. J'ai été stupide. Abby est apparue dans l'encadrement de la porte alors, comme si elle avait été convoquée. Vous parlez ? A-t-elle demandé. Mike est tombé à genoux devant elle. Je suis désolé, a-t-il dit, la voix brisée. Je suis désolé que tu aies eu peur à cause de moi. Abby l'a étudié pendant un long moment. Puis elle a dit, sérieuse et simple, tu n'es pas méchant. Grand-mère Maggie t'a piégé. Le visage de Mike s'est effondré. Ça ne m'excuse pas, a-t-il chuchoté. Abby s'est approchée et lui a pris la main. Mais si tu n'avais pas été là, a-t-elle dit doucement, peut-être que ça aurait été pire, parce qu'alors on n'aurait pas remarqué que quelque chose clochait. Je me suis détourné pour qu'il ne voie pas mes yeux, parce que parfois, une enfant de 8 ans dit quelque chose d'assez sage pour vous briser. Mike n'est pas redevenu de la famille du jour au lendemain. Il a regagné sa place comme quelqu'un qui reconstruit une maison après un incendie. Lentement, prudemment, pas de mouvement brusque. Il a arrêté de demander où nous allions. Il a arrêté d'essayer de vérifier les choses. Il venait juste quand on le lui demandait, réparant un robinet qui fuyait, récupérant Abby à l'école si j'étais retenu tard à l'hôpital. M'aidant à conduire jusqu'à la vieille cabane du lac que David aimait, pour que je puisse garder le petit potager en vie, car cela semblait mal de le laisser mourir aussi. Il racontait à Abby des histoires sur David enfant, pas pour le remplacer, mais pour le garder réel. Abby écoutait comme si ces histoires étaient de l'oxygène. Certains soirs, Mike et moi nous asseyions à la table de la cuisine avec du thé et du silence. Pas romantique. Pas encore. Juste humain. J'ai commencé à le voir comme une personne. Pas juste un rôle, pas le frère de mon mari, pas le fils de Margaret, juste Mike. Et cela a fait toute la différence. 1 an plus tard, le printemps est arrivé avec des lilas et ce genre d'air doux qui donne la permission de respirer à nouveau. Mike et moi nous sommes mariés discrètement. Pas de spectacle, pas de performance. Abby portait une robe blanche et a dispersé des pétales de fleurs dans l'allée, rayonnante comme si elle portait la lumière du soleil. Après la cérémonie, elle m'a serré fort. Maman, a-t-elle demandé d'une petite voix. Est-ce que tu es heureuse? J'ai embrassé le sommet de sa tête. Je le suis, ai-je dit. Grâce à toi. Elle a levé les yeux vers le ciel. Tu penses que papa peut nous voir? Ma gorge s'est serrée. C'était toujours le cas,
même après tout ce temps. Oui, ai-je dit. Je pense qu'il le peut, et je pense qu'il voudrait que nous soyons en sécurité. Mike a soulevé Abby dans ses bras. Je ne suis pas là pour effacer ton papa, lui a-t-il dit doucement. Nous nous souviendrons de lui pour toujours. Abby a passé ses bras autour de son cou. J'aime papa Mike, a-t-elle déclaré, puis elle a ajouté tout aussi fermement, et j'aime papa David. Et d'une certaine manière, cela a fait de la place dans ma poitrine pour la paix. Ailleurs, dans une autre ville, à une autre fenêtre, Margaret regardait probablement encore dehors et appelait ça un cœur brisé. Peut-être que c'en était un. Mais un cœur brisé ne vous donne pas la permission de traquer une enfant. Nous ne l'avons pas coupé entièrement de nos vies. Des mois plus tard, après des examens judiciaires, le contact a été limité à des appels supervisés. Bref, structurés, et selon nos conditions. Elle pouvait appeler Abby, supervisée, bref, structurée. Des limites qu'elle détestait jusqu'à ce qu'elle les apprenne enfin. Et moi, j'ai appris quelque chose aussi. L'amour qui exige le contrôle n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Alors, dites-moi, avez-vous déjà eu quelqu'un qui prétendait être juste inquiet tout en resserrant son emprise sur votre vie? Comment faites-vous la différence entre l'attention et le contrôle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a accroché, aimez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine. À la prochaine.